Chers téléspectateurs, bonsoir. Mai 67, mai 2017. 50 ans après, Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient sur les événements qui ont endeuillé les familles guadeloupéennes et marqué notre conscience collective. Des événements sur lesquels toute la lumière n'a pas été encore entièrement apportée. 50 ans pendant lesquels une chape de plomb a été jetée sur un pan entier de notre histoire commune, occultant les mémoires. Des années au cours desquelles la parole a été retenue, refoulée, sinon occultée. Ce mois de mai 2017 a vu fleurir partout en Guadeloupe des cérémonies commémoratives pour nous réapproprier cette histoire qui a été longtemps occultée. Faire ressurgir des pans entiers de notre mémoire pour conjurer l'oubli et rendre hommage aux nombreuses victimes, à ces acteurs toujours vivants de cette tragédie où un pouvoir colonial agonisant dans une colonie départementalisée lance un dernier chant de cygne. Radio-Télescopie revient sur ces événements avec le témoignage des acteurs, des témoins de l'époque et des analyses d'historiens qui apportent des éclaircissements qui permettront à chacun de se faire une idée de ce qui s'est passé réellement ces jours-là, ici sur cette place de la Victoire, ces jours de colère, ces jours de larmes, de sang et de mort à Pointe-à-Pitre. Ce 26 mai 67 se tient ce jour-là, dans ce bâtiment derrière moi, qui est le siège alors de la Chambre de commerce de Guadeloupe, une négociation entre le syndicat des travailleurs du bâtiment et le patronat. Les ouvriers demandent une augmentation de salaire. Et les négociations commencées depuis le 5 mai traînent en longueur. Le patronat s'arc-boutant sur ses privilèges et refusant toute augmentation de salaire aux ouvriers du bâtiment. Pour bien comprendre ce qui va se passer, il n'est pas inutile de rappeler des faits concrets de l'époque, des faits qui caractérisent l'époque. Nous avons en face des ouvriers qui sont tous noirs, des patrons qui sont tous blancs. Ce détail n'est pas qu'un détail et il aura son importance dans le déroulement des événements qui vont suivre. Nous sommes aussi à la veille de la fête des mères. Nous sommes encore plus à la veille de la célébration de la journée de l'abolition de l'esclavage. Les mémoires sont vives, les plaies ne sont pas cicatrisées. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que malgré la départementalisation intervenue 20 ans plus tôt, les conditions de vie des Guadeloupéens sont sommaires pour ne pas dire misérables. Mais laissons à Raymond Gama, historien, le soin de faire l'état des lieux avant le déroulement de la tragédie. Bonjour Monsieur Gama. Bonjour. Nous sommes vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de l'émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe, consacrée au 50e anniversaire d'un événement qui a marqué l'inconscient collectif des Guadeloupéens, ce qui s'est passé en mai 67, qui aujourd'hui encore, à Pointe-à-Pitre, qui aujourd'hui encore est un événement sur lequel toute la lumière n'a pas été apportée. Nous venons vous voir, vous êtes docteur en histoire, ancien professeur d'histoire, aujourd'hui à la retraite, et vous avez consacré un ouvrage formidable que je montre à l'écran, qui est Mai 67, rédigé par Raymond Gama et Jean-Pierre Sainton. Que s'est-il passé en mai 67 en Guadeloupe? Il s'agissait tout simplement d'une grève des ouvriers du bâtiment. Cela ne ressemble qu'à ça. Mais au fond, ces deux journées qui se déroulent autour d'abord de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, à partir du vendredi 26 mai et jusqu'au samedi 27, eh bien, verront le déroulement d'un véritable massacre, un massacre de masse. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, précisément? Alors, ce jour-là, en fait, il y a un rendez-vous qui est pris entre les représentants syndicaux et les représentants patronaux.
C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une commission paritaire qui doit être réunie et pour l'examen des revendications posées par la délégation ouvrière. Qui est celle d'une augmentation de salaire. Non, non, non. C'est plus global que ça. Non, oui, c'est beaucoup plus global que ça. Cela ne se D'accord. réduit pas à Simplement, 2% ou d'accord. 2,5%. Il s'agit d'une revendication globale qui, je veux dire, qui synthétise un petit peu ce qui, depuis environ 3 ou 4 ans, se passe dans le bâtiment, D'accord. dans les banlieues de Pointe-à-Pitre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la rencontre entre l'offre de travail dans le secteur du bâtiment et la demande qui a énormément augmenté à la campagne du fait même de la fermeture des usines. de canne, Donc, ouais. il y a cette rencontre au niveau des banlieues, D'accord. autour de Pointe-à-Pitre. Une offre relativement limitée et une demande exponentielle. Donc, cette rencontre-là crée une situation sur le terrain qui profite aux patrons, parce que puisqu'il y a beaucoup de demandes, ils peuvent jouer sur la baisse de la rémunération du travail. Ils peuvent jouer sur les conditions de travail dégradées. Ils peuvent jouer sur les horaires. Ils peuvent, etc., etc. Donc, les paramètres sont multiples. Ce n'est pas une grève pour 2,5%. C'est une grève pour des conditions générales de travail qui sont exécrables dans le bâtiment, qui commencent un petit peu à fleurir dans le cadre de la rénovation urbaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette réunion se tient à la Chambre de commerce oui. de Pointe-à-Pitre, réunissant donc en commission paritaire les syndicats et le patronat dans le bâtiment. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, en réalité, au cours de cette matinée du vendredi 26, les groupes de débrayage, c'est-à-dire des groupes de jeunes qui sillonnent les faubourgs pour arrêter les chantiers et faire venir les ouvriers vers la chambre de commerce, eh bien, essuient à Jarry les premiers tirs. Dans la matinée... On n'en parle jamais, là. Vous apportez une information très particulière. Non, ça c'est très important. Les premiers tirs de la CRS contre les groupes de débrayage grévistes eh bien, sont effectués à Jarry sur le chantier de l'EDF, je veux dire de la première tranche EDF qui se construisait à l'époque à Jarry, le matin avant 10h. Avant très 10h, tôt, oui, il y a déjà très des tôt. tirs. Oui. Oui, vous parlez d'un survol d'un hélicoptère qui se met en position de tir. Il y a des blessés, etc. Il y a des gens qui vont jusqu'à parler de mort dans la mangrove. Comme on peut le voir, les conditions sont réunies pour que la situation explose. La Guadeloupe est une île qui vit sur un volcan. Toutes les conditions sont réunies pour une explosion violente. Et une seule phrase va allumer la mèche qui va déclencher la tragédie. Cette phrase aurait été prononcée par le patron des patrons de l'époque. Quand les nègres auront faim, ils retourneront travailler. Nous allons laisser à Raymond Gama, historien, le soin de faire le point sur cette phrase controversée. Écoutons-le. Donc la réunion a lieu, disons, a commencé vers 10h. Oui. Les deux délégations sont au premier étage du bâtiment, l'actuel comité régional du tourisme des îles de Guadeloupe, mais c'était la chambre de commerce à l'époque. Et les délégations, échangent leurs arguments. Quand vers midi et demi, vers 13h même, on se rend compte que les choses sont bloquées, que les délégations sortent. Et que là, il n'y a pas apparemment de réponse. Il y a Luc G. Nicolas qui conduit la délégation de la CGTG, qui se retire un petit peu sur le côté pour faire le point avec quelques ouvriers. Il y a des pourparlers un petit peu partout, on ne comprend pas trop bien. Et puis, il y a le fait que les documents de la préfecture indiquent que c'est le sieur Tomisch, Paul Tomisch, qui est secrétaire général du SPECOG à l'époque, c'est-à-dire le syndicat des employés de commerce, et qui n'était pas dans la délégation, même si d'ailleurs les documents préfectoraux indiquent qu'il était dans la réunion. Cela me semble absolument exagéré et faux. Mais enfin, il lui donne la responsabilité d'une sortie qui serait à l'origine, disons, des échauffourées. Il aurait, lui, exprimé l'idée devant la chambre de commerce que M. Brizard, le président des patrons, aurait dit que de toute façon, quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Bon,
Ça a été contesté par Brizard, c'est l'objet d'une controverse. Nous-mêmes, Jean-Pierre Saint-Ouen et moi-même, oui. Nous avons, à l'occasion de la préparation de ce livre en 84-85, mené une enquête auprès des responsables ouvriers. On a eu du mal à reconstituer ce fait. Parce que cela nous semblait quand même extrêmement important de marquer cette rupture dans le ton, dans les échanges entre les délégations ouvrières et le patronat ou avec les manifestants. Toujours est-il que nous ne pouvons pas affirmer que ça soit Tomiche, mais un responsable syndical, c'est ce que nous disons dans notre bouquin. Ceci étant, ce fait-là, c'est-à-dire Est-ce, pour revenir sur cette expression, l'a-t-il dit oui ou non? Brizard a-t-il fait cette déclaration quand les nègres auront faim, ils recommenceront à travailler? Alors, ce que je peux dire, c'est que M. Brizard dit non. Des responsables syndicaux disent, certains disent non. D'autres disent oui, sa parole voulait dire ça, etc. Enfin, c'est-à-dire que c'est un problème d'interprétation. Mais ceci étant, cette parole résonne dans les rues, dans la rue Léonard, dans la rue Peigné, au niveau des hommes et des jeunes en particulier qui sont là, comme une provocation. Parce qu'en Guadeloupe, on ne lâche pas en public ce genre de propos. Cela vous ramène tout de suite à des siècles en arrière. Et cela fait remonter, pas seulement du ressentiment, mais de la colère pure et simple. Légitime. Donc, voilà comment les choses ont démarré. Voilà comment les choses ont démarré. Donc, une grève, des revendications d'ordre général, et ponctuée effectivement par une augmentation de salaire conséquente réclamée par, aussi minime soit-elle, 2,5 ou 3%, peu importe, c'est pas ça la question. Et la réponse immédiate à la sortie, à la rupture, disons, des négociations qui devraient être reprises normalement, comme ça a été fait le 5 mai. Et là, il y a ces mots qui enflamment la rue. Le momentum de ces jours de tragédie va être atteint avec la mort de Jacques Nestor. Raymond Gama va revenir sur les conditions préexistantes à ce drame. Écoutons-le. Il est dit que dans ce créneau horaire, 15h30, 15h40, le commissaire Canales, lui, aurait donné l'indication. Alors, on n'a pas une photo pour filmer la scène. Mais enfin, nous avons reconstitué un petit peu par l'ensemble des témoignages reçus et les indications des rapports de police et de gendarmerie, aurait donné l'ordre à un CRS de tirer sur telle personne. Et cette personne, qui était de dos, parce que la personne ne faisait pas passe, mais enfin, la personne avait une tenue, une casquette, une chemise, enfin bref. Identifiable dès la veille. C'est-à-dire, bien avant, quand je parle de la veille, je parle de quelques jours auparavant, identifié par une photo qui se trouve dans les documents officiels. On l'a photographié, cette même personne. Et cette même personne, 2 ou 3 jours auparavant, c'est Jacques Nestor. Entre son passé militaire, dont on sait qu'il est spécialiste de... Oui, mais enfin, ça, ce sont les services qui s'intéressent à ce genre de truc. Combiné à son activisme réel. Oui, il n'y a pas de doute. Ça en fait quand même... Un militant extrêmement à pointer du doigt. C'est une cible. D'accord. Je crois qu'il faut comprendre les choses comme ça. C'est exactement ce que je crois que les téléspectateurs vont comprendre après les explications. Oui, non, mais je pense qu'il faut comprendre la cible du 26, c'est... Donc, il devient vraiment une cible à abattre. Mais absolument. Je crois que, vu l'atmosphère dont je vous ai parlé, notamment au niveau de la réaction, je parle de la réaction économique, politique, idéologique au niveau du système colonial, les classes de blancs, créoles, etc., ils veulent du sang. Parce que dans l'heure qui suit, 2 autres jeunes trouvent la mort. Quasiment sur le même espace, dans la même cour, disons, dans la même zone. C'est-à-dire, on a d'abord un jeune de 15 à 16 ans, Georges Zadig Gougounian, à qui on enlève carrément la calotte crânienne, et puis Pesmaï. C'est les 2 autres qui tombent, disons, entre sur cette période de 15h30, 15h40 à 16h30, 16h40.
c'est là, 3 Guadeloupéens sur la place de la Victoire sont tombés, sont emmenés bien évidemment vers l'hôpital général non loin, à quelques 500 mètres. Voici le témoignage de Madame Georges Tarrer sur la mort de Jacques Nestor. Quand je vois une dame qui arrive, Jacqueline, qui est la femme de Jacques Nestor, c'était des amis. J'avais été le maire, la mairesse qui avait marié Jacques et Jacqueline. Donc on me connaissait très bien. Jacques Nestor, le premier mort. Et je l'avais marié, j'avais procédé à son mariage à la mairie. Il m'avait choisi, c'était un ami. Sa mère était mon amie. J'étais supposée être la marraine de sa petite sœur. Donc, Jacqueline me dit, on a tué Jacques. C'est son épouse qui vient vous dire ça? Oui, elle vient de voir son mari, elle descend vers le service, elle me dit, Jacques est mort. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, Jacques est mort. Je suis partie, j'ai été regardée à la morgue. J'ai vu Jacques coucher, il avait les yeux ouverts. Et il y avait un petit trou devant, mais derrière, c'était déchiré. C'était balle doum-doum qu'on appelle ça. Ouais. Des balles explosives. Des balles explosives. C'était fait pour tuer. À ce moment-là, j'ai vu, il était jumeau. J'ai vu son jumeau qui repartait en courant. J'ai appelé le portier en lui disant, Gane, c'est le jumeau de Jacques, il va faire une bêtise. Mais il a couru après, il n'a pas pu la voir. Qui est Jacques Nestor? Qui est celui qui deviendra l'icône de ces jours-là? Ce héros de l'histoire du roman national guadeloupéen. Qui est cet homme dont le nom revient en permanence dans toutes les commémorations consacrées à ces événements qui eurent lieu il y a 50 ans? Voici un portrait croisé de ce personnage. Le portrait dressé par Raymond Gama est celui dressé par Madame Georges Tarrer. Qui est Jacques Nestor? Qui est Jacques Nestor? En fait, Jacques Nestor a 24 ans. C'est un jeune mulâtre, disons. C'est-à-dire né d'un père d'origine afro-guadeloupéenne et une mère française. Donc, il a passé une partie de son enfance à l'extérieur. Enfin, il a aussi, vers 17-18 ans, été un engagé dans l'armée. Oui. Jacques Nestor était un sous-officier de l'armée française. Et c'est malheureux qu'il soit mort avec une cale de Lambie en main. Une conque de Lambie. Jacques était tout le temps chez moi et on discutait. Et quand Jacques a eu des mouvements de révolte, je le regrette encore aujourd'hui. J'ai dit, Jacques, cesse de parler. S'il y a un truc un jour, tu seras le premier mort. Et c'est ça qui est arrivé, monsieur. J'ai eu ça sous la conscience, d'avoir pensé ça à l'époque. Il m'avait dit, j'ai essayé de faire un élevage d'huîtres dans le canal, dans la rivière Salée. Et l'administration lui a dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait des problèmes d'intoxication. Mais vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Il avait alors, il s'est mis à la pêche. Et il avait sa barque de pêche. À Loricis. Qui était à Loricis, mais tout près, là où se trouve actuellement le petit marché aux légumes. Ouais. Il y avait un abattoir. Parce que Pointe-à-Pitre était fini derrière le cimetière. C'était plus Pointe-à-Pitre. Hein. Loricis n'existait pas. Ouais. Donc, il y avait, sa barque était attachée là, on devait aplanir tout ça pour machin. Viabiliser. Il m'a dit, si Duménil, c'était l'homme qui était chargé de décaser les gens. Oui, casser les maisons, oui. Si Duménil vient toucher à mon canot en cas fouillaté, je le tue. Et je lui avais dit, Jacques, cesse de parler. S'il y a un truc demain, c'est tu seras le premier mot. Donc voilà un petit peu le bonhomme qui se trouve à un certain moment en Algérie. Et on sait, de par un certain nombre de ses amis que je côtoie encore aujourd'hui, que c'est un très bon artificier.
Alors, ce sont des précisions dont La disposent... précision est d'importance. Oui, ce sont des précisions dont disposent également les services compétents, les services compétents de l'armée, etc., l'administration. Donc, je crois que c'est un élément qui, lorsqu'il retrouve la Guadeloupe et qu'il s'installe dans les quartiers populaires de l'Oricis, par exemple, à faire la pêche, à construire avec des techniques nouvelles, de nouvelles embarcations de pêche côtière, bon, on le suit. Il est recruté et contacté par le GONG qui, en 63, se constitue en France, mais dès les années 64-65, s'installe véritablement en Guadeloupe. Et quel est le rôle de Jacques Nestor? Nestor a été recruté par Serge Claude, selon les témoignages reçus. Nestor est un... On appelle ce type de militant activiste du GONG. Ce sont des activistes. Ce sont des activistes du GONG. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont essentiellement voués à l'action de propagande, l'action de sensibilisation pour casser un petit peu la monotonie, la mainmise complète, la domination. De la psychologie coloniale sur les masses. Et donc, ils ont des actions très fortes et des actions clandestines, bien évidemment. C'est ce qui explique donc sa présence, semble-t-il, à Basse-Terre, lors des événements de Basse-Terre. Lors de toutes les manifestations populaires, les militants du GONG se font le devoir d'être présents de façon véritablement à monter. Il était membre, vous confirmez, oui, vous maintenez, mais là, l'historien que je suis affirme, et vous confirme en tout cas le fait qu'il était un membre du GONG. D'accord. Ça vient des éléments du GONG, des éléments de la direction du GONG. Aujourd'hui, tout le monde pensait au départ qu'il était membre du GONG. En fait, il n'était pas membre du GONG. Vous nous le confirmez là toujours aujourd'hui. L'intoxication. Oui. Quand on m'a dit que Jacques était du GONG, j'ai dit, mais il était bien cachotier ce garçon. Mais il n'était pas maintenant. Je sais qu'il n'a jamais été membre du GONG. Et de même qu'on avait dit que Jacques était du GONG. J'ai su plus tard, il n'y a pas longtemps, que Jacques n'était pas du GONG. Donc, vous nous certifiez là que, d'après vous, Jacques Nestor n'a jamais participé aux événements de Basse-Terre. C'était une histoire spontanée. D'accord. C'était pas prévu. Oui, tout à fait. Que Swensky dise au jeune homme qui était devant sa porte. Oui. Au chien, va embrasser le nègre. Donc, Jacques Nestor n'a rien à voir avec ça. Jacques pas là. Voilà. C'était imprévu. C'était imprévu comme ce monsieur Swensky ait cette attitude. C'était pas programmé. D'accord. Donc, Jacques ne pouvait pas être debout là et dire aux gens, aux armes. Très bien. Il y a eu immédiatement, ça nous parlons ça, quand on voit un chien va embrasser le nègre. Il y a une révolte immédiate. Absolument. Immédiate. Tout à fait. Jacques ne pouvait pas être là. Ce qui veut dire donc que la mort de Nestor est un acte délibéré. Délibéré parce qu'on savait qui il était. 80 personnes et qu'il tire. On savait qui il était. On savait qu'il n'était pas non plus du syndicat. C'était une manière d'éliminer un meneur potentiel de ce qu'il croyait quand nous voulions l'indépendance et qu'on allait à l'indépendance et qu'il y avait le GONG. C'était une manière de détruire le GONG. Seulement, ils étaient décidés. Lorsqu'on a fait l'enterrement de Nestor, mon mari est à corps défendant et un ami était devant la mairie qui était à l'époque où se trouve en face du Rex. La mairie était là. La nouvelle mairie n'était pas encore construite. Je suis passée, mon mari me dit, où tu vas? Je dis, je vais à l'enterrement de Nestor. Comment tu vas à l'enterrement? Tu ne sais pas ce qu'on avait au communisme? Non, je sais, mais je vais à l'enterrement de Nestor parce que Jacques, c'est mon petit ami. Tu n'iras pas? Je dis, j'irai. Et l'ami a dit, mais ne fais pas, c'est une folie. Je suis allée à l'enterrement. Et lorsque, dans une réunion, les gens commençaient à raconter ce qu'ils faisaient à l'enterrement, j'ai dit, c'est faux, j'étais à l'enterrement. Il y avait un silence monacal. C'est vrai que les forces de l'ordre étaient massées tout le long de notre parcours et les gens. Alors, ce que j'ai vu comme acte de bravoure, c'était vraiment un acte de bravoure, c'est qu'on portait l'insigne du GONG. Il y avait une sorte de plaque
oui, où il y avait un homme qui frappait sur un truc. Et c'est là que j'ai vu les porteurs de l'insigne du gong, dont un médecin. Mais on marchait dans un silence monacal. Personne n'a appelé, personne n'a crié vive, ni rouleau. Et nous sommes allés à l'enterrement. Je suis allé à l'enterrement de Jacques Nestor. Et l'enterrement s'est passé où? Ici à Pointe-à-Pitre? Ici à Pointe-à-Pitre. Je suis allé à l'enterrement de Jacques Nestor parce que je n'avais pas peur de mourir, s'il fallait mourir, et que j'avais décidé d'aller à l'enterrement de Jacques. Or, j'avais 2 raisons de ne pas y aller. J'étais communiste, femme de communiste. Or, les communistes étaient devenus potentiellement les complices de l'État colonial. Il fallait le faire, monsieur. Mais je suis comme ça. Et voyez, j'ai 96 ans, je suis encore là. Nous avons rencontré au cours de notre enquête consacrée à ces événements de mai 67 d'autres témoignages, d'autres témoins qui ont assisté aux événements et qui portent témoignage, comme nous allons le voir dans cette émission. Nous avons d'abord rencontré Florent Treille, aujourd'hui à la retraite, ancien directeur de service d'incendie et de secours de Guadeloupe, qui à l'époque avait 18 ans et était étudiant, élève au lycée Bainbridge. Écoutons son témoignage de ce qui s'est passé ce jour-là. Bonjour Florent Treille. Le 26 mai 67, vous êtes jeune lycéen et vous assistez à ces événements. Pouvez-vous nous raconter aux téléspectateurs ce que vous voyez à cet endroit précis? Oui, il faut savoir que moi je venais du Lamentin. Je venais du Lamentin et comme je venais du Lamentin, le car nous déposait devant Auto Guadeloupe, le garage Peugeot. Et on allait à pied jusqu'à Bainbridge. Et c'est vrai qu'on était un groupe d'amis, 4-5, des copains de Sainte-Rose, de Déhé, du Lamentin, on prenait le même car, et même ceux de Desmao. Donc on allait au lycée, on était une dizaine. Et le car, on allait à Bainbridge à pied. Et lorsqu'on est arrivé, on savait déjà qu'il y avait eu des événements. On savait qu'il y avait eu des événements le mercredi, mais qu'il y avait ce mouvement où les ouvriers du bâtiment demandaient une augmentation. Mais le jeudi, les parents nous ont dit non, il ne faut pas aller sur Pointe-à-Pitre. Mais le mercredi, on nous a dit non, il faut aller. Le vendredi, puisque c'est un vendredi, il faut aller à l'école. Donc, en arrivant, on descendait, on marchait tranquillement. Et arrivé au niveau de la pharmacie, je me rappelle, c'était la pharmacie Gano. Et on a vu quelqu'un mort, couché par terre, recouvert avec un drap, je me rappelle, un drap bleu. Et puis, quelques mètres plus loin, on a vu un deuxième mort. Donc, sur la route pour aller à Bainbridge, on a vu 2 morts. En arrivant à Bainbridge, on a trouvé des étudiants, dont Jean-Claude. Donc Jean-Claude qui était déjà plus avancé que nous probablement et qui nous ont dit non, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de descendre sur Pointe-à-Pitre. Alors, Jean-Claude Courbin, on parle beaucoup de lui dans les ouvrages relatifs à cette période. Vous êtes jeune lycéen, quel est son rôle exact? Est-ce qu'il harangue la foule? Est-ce qu'il vous demande de défiler? Parce qu'on sait que par ailleurs que Jean-Claude Courbin s'est chargé bénévolement de transporter les blessés de ces événements, souvent pour les apporter à l'hôpital. Nous sommes d'ailleurs devant Madame Georges Tarère, qui était surveillant-chef à l'hôpital de Pointe-à-Pitre à cette époque, et qui nous dit que Jean-Claude Courbin a été celui qui a apporté les corps des blessés à l'hôpital. Oui, il faut savoir qu'il y avait 2 Courbins, peut-être que je me trompe de prénom, mais je dis qu'ils étaient probablement
ils étaient sur Pointe-à-Pitre, premièrement, parce que nous venions de la campagne, il ne faut pas se le cacher. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé une centaine de lycéens qui se disaient non, il faut faire quelque chose, on est en train de tuer des gens, il y a eu des morts. Nous-mêmes, on leur a dit qu'on a vu 2 personnes mortes, parce que vous saviez qu'avant, le lycée de Bainbridge commençait à 7 h du matin. Donc à 6 h 30, on était déjà là. Donc on a vu 2 morts. Et donc tout ça, Jean-Claude nous a dit non, il faut qu'on aille défiler, il ne faut pas qu'on laisse que ça se fasse comme ça. Je dis bien que je ne sais pas si c'est Jean-Claude, ils étaient 2 frères. D'accord. Et je ne sais pas si c'était Jean-Claude, mais je sais qu'il était déjà plus actif. Il nous disait non, il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça. Nous avons un devoir de faire quelque chose. Et c'est dans ce sens qu'on a pris la décision de descendre sur Pointe-à-Pitre en manifestant. Et donc vous êtes passé par là? On est passé sur cette route-là. Et c'est sur cette route que vous retrouvez donc 2 corps par terre? 2 cadavres par terre. Qui seront certainement les cadavres de Landres et de Pincemaille. Après, on a appris que ce seraient peut-être les cadavres de Landres et de Pincemaille. Qui sont les 2 autres tués après Jacques Nestor. Oui. Parce que était le premier. Oui, effectivement, vous savez, la jeunesse, on est un petit peu insouciant. On s'est dit non, il faut qu'on aille quand même. Donc on a vu, effectivement, moi j'ai vu de mes propres yeux ces 2 morts couchés par terre et à peine recouverts d'un drap, d'une nappe, etc. Et personne n'avait osé les toucher? Personne ne les touchait. On est passé à côté, on a détourné, on a continué vers Bainbridge. Alors c'est ici, à ce niveau, que vous tombez donc sur le corps de 2 jeunes gens qui ont été tués. Oui, il faut dire qu'on a vu 2 corps par terre couchés, mais on ne savait pas exactement qui c'était. C'est par la suite qu'on a appris que c'était Pincemaille et probablement Landres. Donc, mais nous, en allant au lycée, on a vu 2 corps à proximité de cette pharmacie ça a changé d'enseigne, mais il y a toujours une pharmacie là. Donc c'est là qu'on a vu 2 corps. Ce matin-là. Et ce matin-là, nous sommes le 26 ou Nous sommes le 26 au matin. 26 au matin. Nous sommes le 26. Donc ce sont des événements qui sont passés... Nous sommes vendredi. Oui. Ça a commencé le mercredi 24. Oui. Le jeudi, nous sommes vendredi, je ne sais plus si c'est le 26. Je crois que c'est le 26 au matin. D'accord. Le 26 Donc, au matin. il y a des corps par terre. Il y a 2 corps, on a vu 2 corps par terre. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est précipité pour aller au lycée. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas appeler les parents, etc. D'accord. On est allé se regrouper au lycée pour savoir comment on fait. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai fait Pointe-à-Pitre à Lamentin à pied. Ah oui? Oui. Pour retourner chez moi. Ah oui? Quand on a failli mourir dans Pointe-à-Pitre, eh bien, on a eu peur et on est monté à pied. Alors, donc là, nous sommes le vendredi matin. Le vendredi matin. Vous allez au lycée. Oui. Et Jean-Claude Courbin vient vous demander, vous haranguer, vous demandant de manifester. Et donc, vous partez du lycée de Bainbridge et vous revenez sur Pointe-à-Pitre. On part du lycée et on va sur la place, on prend la décision d'aller sur la place de la Victoire pour soutenir les ouvriers du bâtiment qui étaient en grève et qui demandaient 2% d'augmentation. Très bien. Il faut savoir qu'avant, la chambre de commerce se trouvait à côté de la place de la Victoire. D'accord. Donc on a décidé d'aller là. Et là, quand on est arrivé, c'est là... Alors, nous allons nous transporter là-bas et vous allez nous raconter la suite de votre journée. D'accord. Vous partez donc de Bainbridge. Vous vous dirigez sur la place de la Victoire. Et ensuite? Ensuite, on arrive à la place de la Victoire et on se rend compte qu'il y a des mouvements, etc. C'était bourré de gardes mobiles, de policiers, de CRS, des gens habillés comme si on était en guerre. Ouais. Et puis subitement, on a entendu un coup de feu. Et puis de multiples rafales de coups de feu. Alors nous, on a détalé, il ne faut pas se le cacher. Oui. On a pris la rue Peigné et on s'est mis à descendre dans cette rue Schellcher. Et on était à 100 mètres et on avait l'impression qu'on nous tirait dessus. Et on a même eu un copain qui s'est dit « j'ai eu une balle dans la jambe ». Et nous, en arrivant à ce niveau-là, il y avait une boulangerie dans cette rue Schellcher. Dans cet immeuble? Oui, dans cet immeuble-là. Qui porte toujours boulangerie d'ailleurs. Oui. Et c'était la boulangerie Bouchotte. Oui. Et je me rappelle bien du monsieur. Ce matin-là, il nous disait, mais c'était un monsieur d'un certain âge qui nous disait, les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez. Et il a baissé très rapidement ses rideaux et il nous a fait rentrer. Mais les tirs continuaient dans cette rue-là toujours.
Mais je dois préciser que je n'ai pas vu de mort dans cette rue-là. Les 2 seuls morts que j'ai vus, c'est sur la route de Mainbridge. D'accord. Mais là, j'ai entendu qu'il y avait des blessés et je ne vous cache pas que lorsque ça s'est calmé, on est resté caché. Il a baissé les 2 rideaux. Lorsque ça s'est calmé, on a regardé et puis on a pris nos jambes à... Et nous sommes quoi? Le vendredi matin là? Nous sommes le vendredi matin Vendredi toujours. matin. Le vendredi matin toujours. C'est-à-dire qu'à 6 h, quand vous avez vu les corps, vous êtes allé au lycée, et du lycée, vous êtes redescendu sur la ville de Pointe-à-Pitre, et quand ça a commencé à tirailler... il devait être 9h, 9h30, 10h. Et vous restez caché dans la pharmacie, dans la boulangerie combien de temps? On reste environ 1h30. D'accord. 1h30 jusqu'à ce qu'on n'entende plus de coups de feu. Et c'est à ce moment-là qu'on met la tête dehors et puis qu'on voit que ça s'est calmé et qu'on prend la décision de rentrer. Et vous sortez, comment vous faites pour rentrer? Eh bien, on court. Eh bien, moi, j'ai couru, j'ai pas couru jusqu'au Lamentin, mais j'ai fait ce jour-là la route à pied avec quelques copains. Pour rentrer jusqu'au Lamentin? Jusqu'au Lamentin, oui. Et je dois vous dire que... Et c'est nous qui, en arrivant au Lamentin, on donnait des nouvelles. Les gens nous disaient qu'est-ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, etc. Parce qu'il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas autant de télé, il n'y avait pas de téléphone portable. Tous les moyens de communication étaient contrôlés par l'État de toutes les façons. Oui, de toutes les façons. Florent Treille, 50 ans plus tard, qu'est-ce que vous gardez de tout ceci? 50 ans plus tard, je garde que pour une petite manifestation où les ouvriers du bâtiment demandaient 2% d'augmentation, on est arrivé jusque-là, alors qu'à la fin, si je ne me trompe pas, ils ont eu 12,5 ou 25% d'augmentation. 25%. Donc ça pouvait se faire. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai l'impression que si on était dans un autre département, il n'y aurait pas eu ces tirs à balles réels sur la population. Parce que là, c'était vraiment des tirs à balles réelles. Et la question que je me suis toujours posée, si on était dans les Bouches-du-Rhône, si on était dans les Hauts-de-Seine, est-ce qu'on aurait tiré comme ça, comme des lapins sur les gens? C'est cette leçon que je retiens et que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. Nous avons rencontré Max Jazor. Max Jazor n'est autre que le fils de Hubert Jazor. Hubert Jazor qui était le premier libraire antillais, qui s'était donné pour mission, une mission presque prométhéenne, de porter la connaissance aux Guadeloupéens en diffusant la culture, les livres. Eh bien, Max Jazor était un jeune adolescent de 15 ans à l'époque et Hubert Jazor, son père, a été une des victimes de ces événements. Écoutons son témoignage qui est empreint d'un humanisme certain. Écoutons-le. Bonjour Monsieur Jazor. Oui, bonjour. Alors, ces événements de mai 67, vous êtes jeune adolescent. Oui. Quels sont vos souvenirs de cette époque? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, je suis en 3e, je suis au lycée, ce qu'on appelle le lycée Carnot. Et puis, j'ai 15 ans, voilà. Bon, une période assez insouciante où on est plus occupé à s'amuser, autre chose. Et puis arrive ce mouvement, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Les parents cherchent leurs enfants. Mes parents, ma mère me demande de raccompagner un ami justement chez lui et de revenir. Bon, on était assez libre de circuler quand même. Donc, on voit ça, les amis et nous, on voit ça un peu comme, comme un genre de carnaval, quoi, de fête. On n'a pas du tout conscience de la gravité de la situation. Donc c'est un mouvement, il y a de la marche, on se joint aux manifestants, ouais. On se retrouve sur la place de la Victoire. Vous manifestez? Enfin, on suit le le cortège, on suit le mouvement, et voilà. Mais pas avec une conscience politique aiguë, avec une grande conscience de la situation et de sa gravité. Donc on suit les manifestants dans la rue Frébeau, on voit quand même passer des coups de pierre, etc. On assiste, moi personnellement, je participe même, on va dire, au pillage de Unimag à l'époque, qui était la grande surface alimentaire de l'époque. Oui. Donc on rentre à... Bon, c'est vraiment c'est l'ambiance, quoi. C'est une ambiance. Alors, on commence à se rendre compte quand même que c'est pas si simple qu'on voit brûler les premières voitures, retourner les voitures, mettre le feu, les premiers blessés, et puis on commence à entendre. Là, on se rend compte que quand même il y a du grabuge.
Donc on décide de se séparer et chacun rentre à la maison. Donc on est déjà dans l'après-midi et on passe l'après-midi, la soirée à écouter, on était un peu des radios amateurs, à écouter on va dire, tout ce qui circulait sur les radios. On entend d'ailleurs des choses avec le recul assez graves, hein, des choses très très graves. En fait, on avait capté la radio de la gendarmerie. Donc les messages, quelques années en arrière, sont des messages quand même lourds, quoi, des messages sanglants, appelant un peu à descendre un tel, à surveiller un tel, etc. Donc, et je regrette d'ailleurs, on n'en avait pas une conscience assez claire de n'avoir pas eu des enregistrements de cette époque-là. Je crois qu'aujourd'hui... Des enregistrements radio de la gendarmerie. De la gendarmerie, ça aurait été assez édifiant. En tout cas, bon, les choses se passent et nous, la nuit, on est à la maison, on a des coups de feu toute la nuit, des coups de feu comme une guerre, quoi. C'est ce qu'on entend maintenant en Syrie ou des choses comme ça, des explosions toute la nuit, et puis on écoute, on sent qu'il y a une sorte de chose qui se passe, quelque chose qui nous dépasse un peu, nous les plus jeunes, mais on est à l'écoute avec des amis. On avait un ami radio amateur, donc il nous permet de capter les choses. Et puis, bon, la nuit se passe, la nuit blanche. Finalement, la nuit blanche, puisqu'on écoute toute la nuit. Nous sommes donc dans la nuit du 26 au 27. Voilà, et au petit matin, donc on est ici, nous habitons ici, au premier étage, il y a la salle à manger, et on est là en train de prendre le café Chololo, comme on dit chez nous. Et puis, et j'entends, j'étais avec un frère à moi, et j'entends gémir. Vous voyez, la maison est grillagée, la porte est grillagée, donc on entend bien ce qui se passe dans la rue. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne fermait pas les maisons, donc la maison est ouverte, la porte est juste tirée. Et puis, de là, j'entends, voilà, je crois que c'est un chien dans un premier temps. Mais bon, comme c'est assez spécial comme gémissement, j'appelle ma mère qui vient en chemise de nuit, je lui dis, mais maman, il y a un chien en bas qui est en train de gémir et tout ça. Et elle descend, voir de quoi il en retourne, et c'est mon père en fait. Alors mon père... Votre père Hubert Jazor. Mon père Hubert Jazor qui avait été jeté, j'appelle ça là, après avoir été copieusement battu, côte fracassée, visage démonté, enfin bref, il a échappé à la mort, je veux dire, c'est par miracle ce jour-là. Donc, parce qu'il a été reconnu. Ah oui, il faut nous revenir sur les circonstances de son arrestation. Alors les circonstances, c'est que, bon, alors moi je n'étais pas là, j'ai pas vu, mais il nous a raconté. Il a raconté. Donc lui, l'histoire pour lui, c'est que sur la place de la Victoire, on était en train donc de lyncher un marin de la Jeanne, un marin blanc. Oui. Et lui, il s'était interposé pour dire non, ça ne fait pas partie du jeu, quoi. Il veut dire non, il faut laisser le gars tranquille. Donc il avait arraché le marin des mains des manifestants qui étaient en train de le lyncher et il le ramenait vers son bateau lorsque les forces de l'ordre, l'ayant pris pour l'agresseur, lui ont tiré dessus. Et il a donc reçu une balle lui a coupé le cuir chevelu à l'arrière. Le marin l'a sauvé en se couchant sur lui pour dire non, ne tirez pas, c'est mon sauveur. Bon, on l'a récupéré et on l'a emmené à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital et il est revenu avec un gros pansement en descendant, donc ce qu'on appelle le Mont Massabielle. Oui. Et là, une patrouille passe et dit en voilà un. Et l'embarque. Et on l'emmène à la sous-préfecture, qui est encore là. Sur la place de la Victoire. Et la cour de la sous-préfecture est un gigantesque mouroir où on amenait ceux qu'on avait arrêtés. Et ils étaient... enfin, mon père m'a dit qu'il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie sous les coups. Et lui, voyant un peu comment ça se passait, donc on avançait sur les hommes qui avaient été battus et ceux qui étaient morts, on les emportait. En voyant venir son tour, il nous a décrit une technique, c'est-à-dire que les forces de l'ordre mettaient une lumière d'une pile électrique dans l'œil et si la pupille se rétractait, c'est comme vous étiez encore vivant et on vous achevait et puis on vous jetait, je ne sais pas où. Alors lui, c'était par voyage. Donc, voyant venir son tour, il s'était un peu caché sous, disait-il, sous un colosse, un gars hyper costaud, mais qui était déjà mort. Et entre deux voyages, deux convois,
il s'est échappé, enfin, il est parti et il a essayé de rejoindre sa maison. Mais il s'est fait arrêter sur la place Gaubert, ici, cette place qu'on voit d'ici, Oui. par une autre patrouille encore. Et là, on l'a emmené à la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie qui est juste à côté juste de en face du l'église palais de justice, palais de là-bas. justice et à côté de l'église De l'église, Saint-Pierre-Saint-Paul. oui, tout à fait. Et là, on l'a battu. Alors, on l'a battu. Alors, un jeune qui était avec lui et qui a assisté à la scène nous décrivait qu'on le prenait par les aisselles, on le soulevait de terre, les pieds ne touchaient pas. Et les légionnaires, enfin les gendarmes de l'époque, le bourraient de coups et lui avaient fracturé toutes ses côtes et son visage et tout. C'est vrai que quand moi je l'ai vu, il était méconnaissable. Je veux dire, c'était vraiment... Mais il se trouve que... Mais c'était des coups pour vous tuer. Mais il a été reconnu par un des gendarmes qui l'avait emmené à l'hôpital. Qui a dit, mais les gars, attendez, là, etc., qui a redit l'histoire, qui reprend l'histoire. Donc, on dit, bon, ben ok, on a arrêté donc de le battre et on l'a jeté là, mais incapable de marcher, etc. Et c'est comme ça qu'il a été récupéré. Donc, on lui a mis des broches dans le visage, enfin bref, etc. Mais c'était un monsieur courageux, très courageux. Donc, Et c'est comme ça donc que vous descendez. C'est comme ça que je descends avec ma maman. Enfin, moi j'étais un petit peu en retrait quand même, voyant bien que j'étais complètement dépassé par les événements. Là, j'étais dans un autre monde là. Donc c'était plus du carnaval, c'était plus de la rigolade. Donc on l'a couché, bandé, tout ça, enfin bref. Après les grands, parce que vous savez, à cette époque-là, il y avait le monde des petits et le monde des grands. Tout à fait. Donc les grands ont pris la relève. Et puis, et nous, les petits, on est restés un petit peu en retrait, mais on a quand même entendu les histoires, et mon père racontait l'histoire, etc. Comment il avait un jeune qui est encore avec nous, qui était très jeune, qui devait avoir 16 ou 17 ans à l'époque, et qu'on avait arrêté, et à qui il avait conseillé de pleurnicher au maximum, et c'est comme ça qu'il avait sauvé sa peau, et il me raconte ça toujours. Chaque fois qu'on se rencontre, il me raconte comment la scène à laquelle il a assisté, comment ça s'était passé. Qu'est-ce que vous gardez comme mémoire de cette période, 50 ans plus tard, M. Jazor? Alors, c'est sûr que sur le coup, personnellement, je débouche dans un monde qui n'est plus tout rose, qui n'est plus un monde amical. Je découvre la violence, je découvre la cruauté, je découvre l'injustice, mais à un niveau quand même très important. Et je vais dire que ça me propulse dans un monde et je perds quand même une partie de mon innocence. Monsieur Jazor, votre père, c'était un libraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. Un libraire qui avait une œuvre qui menait une œuvre presque prométhéenne à porter la culture aux Antillais. Donc, c'était un homme de culture. Oui. Et cet homme de culture qui se retrouve confronté à une violence sauvage, sans limite, qui ne se donne aucune limite, et qui garde néanmoins raison, et qui ne vous transmet pas du tout la rancœur. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même, non? Oui, parce qu'il posait son combat au niveau de l'humanité, et non pas forcément au niveau d'une couleur noire ou blanc, etc. C'était plus grand que ça, plus large. Donc, et je crois que dans ce combat éternel, entre, comme on dit, la lumière et les ténèbres, si ceux qui le torturaient avaient compris véritablement qui ils avaient dans les mains, je crois qu'ils ne s'en seraient pas sortis. Ils s'en seraient pas sortis. Parce que ils avaient là, d'ailleurs il a prouvé par la suite, déjà il s'est rétabli physiquement très, très vite. Oui. Après, ceux qui ont été arrêtés, il les a soutenus lors du procès des Guadeloupéens. Oui, le fameux procès du Gond à Paris. Voilà, etc. Même ici, il a été aussi. Oui. Il a été très courageusement
porter son témoignage, dire ce qui s'était passé. Il faut bien se remettre dans l'époque, c'est pas une période qui rigole. C'est-à-dire qu'on joue vraiment sa vie quoi, à ce moment-là. Donc c'est une période un peu de terreur. D'ailleurs jusqu'à présent, les gens qui ont perdu un proche, etc., n'osent même plus témoigner. Sont marqués terriblement par cela. Voilà. Mais lui, il estime qu'il y a une vérité, il faut la dire. Et ce qui a fait dire d'ailleurs à Maître Rode, Feu Maître Rode, oui, qui disait que Monsieur Jason Hubert, c'est l'homme le plus courageux que j'ai rencontré de ma vie. Le plus courageux. Parce qu'il a pris la défense, il a été au tribunal au moment où tout le monde se cachait, il a dit non, telle chose. Et il n'a pas hésité à embaucher à la librairie les rescapés qui perdaient leurs droits civiques, qui perdaient tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une période où tout le monde se défilait, vous devenez un petit peu un pestiféré. Mais lui, il les a pris, enfin on peut en citer eux-mêmes de nom des témoignages, qui ont travaillé à la librairie qui étaient des enseignants, oui, qui avaient perdu... Qui avaient perdu leur emploi à cause de ça. Ah oui, à cette époque-là, c'était prison, etc. Enfin, ils pourront mieux raconter ça que moi, mais ils ont... En tout cas, mon père n'a pas hésité à les embaucher, etc. Les Guadeloupéens connaissent tous Georges Tarrère. Madame Georges Tarrère était à l'époque sage-femme et surveillante générale à l'hôpital général de la Guadeloupe. Madame Georges Tarrère est un personnage. Oui, Madame Georges Tarrère est l'unique femme noire encore vivante à avoir serré la main à un héros de l'Union soviétique, Youri Gagarin. Madame Tarrère est communiste. Elle est membre du Parti communiste guadeloupéen à l'époque des faits. Elle est aussi adjointe au maire de Pointe-à-Pitre. Et on verra dans la suite de notre reportage, de notre émission, le rôle éminemment ambigu de la municipalité de Pointe-à-Pitre avec lesquels Madame Tarrère va, du reste un peu plus tard, divorcer pour ainsi dire. Écoutons le témoignage précieux de Madame Tarrère parce qu'elle apporte des éclairages très précis des événements qui se sont passés ce jour-là. Écoutons-la. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, madame? Alors, ce jour-là, j'étais à la maternité lorsque une employée est venue me dire « Surveillante, on tue à Pointe-à-Pitre ». Je suis sortie, j'ai vu un car avec un jeune homme qui s'appelait Jean-Claude Courbin. On n'en parle pas assez, oui, car c'est lui qui ramassait les blessés et les agonisants et qui les emmenait à l'hôpital. De son initiative personnelle? Oui. Avec son cas? Un étudiant à l'époque. Oui. Vous comprenez que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je le connaissais, je savais qu'il a ses idées politiques, vaguement, mais à partir de ce jour-là, nous sommes devenus amis jusqu'à sa mort. Donc, ce jeune homme avait le courage, alors que tout le monde tremblait, d'aller ramasser les blessés et les morts et de les emmener à l'hôpital. De sa propre initiative? De sa propre initiative, dans une petite voiture découverte, un petit car, une petite camionnette. D'accord. Et il criait, on est en train de tuer à Pointe-à-Pitre, on tue, allons, on tue nos frères. Et il a emmené un premier qui avait le ventre déchiré. Il les emmenait. Quand je suis sortie, j'étais clouée de stupeur. Donc, je suis retournée et là, on était bouleversés. Hein. Il y avait des blessés qui arrivaient, des morts qui arrivaient. Je suis allée voir mon collègue surveillant du service et je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu es débordé? Est-ce que j'ai quelque chose à faire pour toi? Et là, il m'a répondu, va voir dans la salle, dans la grande salle. Il y a deux messieurs qui sont rentrés. Je n'ai pas eu le temps de prendre leur identité, de faire leur interrogatoire. Comme je n'étais pas trop blessée, je les ai mis sous perfusion. Va voir. Ce surveillant s'appelait Tormet. Il m'a dit, va voir si les perfusions marchent. Je suis allée dans une salle commune qui avait une dizaine de malades de deux côtés. Les lits étaient vides. Où ils étaient passés? Et les perfs
suspendait. Je demande, ça vous donne, cela a son importance. C'est pour vous dire le traumatisme qu'il y avait à l'époque. Je demande aux personnes, une dizaine de personnes qui sont là, qui sont des malades, qui sont couchés, où sont ces deux messieurs? Les gens me regardent, ils ne répondent même pas. Quand sont-ils devenus? Pas de réponse. Qui les a amenés? On ne va pas répondre. En réalité, les gens étaient morts de peur, traumatisés. Personne n'a pu. Alors, ces deux-là auraient pu mourir sans qu'on sache qui ils étaient. En rentrant chez moi, j'ai rencontré deux jeunes hommes qu'on a tués. Ils avaient fermement l'arme à la bretelle. C'était des jeunes. Ils étaient sur le canal, c'est-à-dire sur le boulevard qui passe devant l'hôtel de ville. Et qui, oui. Là, c'était assez élevé, ils passaient là. Je suis passé, je les ai vus, mais derrière mon dos, il y avait un car. Ils ont tiré sur les garçons. Ces garçons avaient l'arme à la bretelle. Ils étaient censés être des révolutionnaires. Ils avaient dévasté le truc. Ils ont tiré sans sommation. On a tué sans sommation. J'ai su ça. Alors qu'ils n'ont même pas dégainé l'arme. Non, ils jouaient aux soldats, ils étaient fiers. Donc ces deux-là ont été tués. Je suis donc rentrée. Et là, c'est sur votre chemin, là? Oui, c'est sur mon chemin, sur le canal. Je suis à pied. D'accord. Je descends. Et vous voyez ce qui se passe? Je vois ce qui se passe. Je vois des voitures qui brûlent. Parce que, croyez-moi, les gens ne sont pas restés passifs. Mais c'était un combat. Mais il y a de quoi quand même ne pas rester passif? Il n'était pas passif. Il y a eu ça, on n'en a pas parlé, mais il y a un petit peu ça là, au faciès aussi. Hein. On tue les Noirs, tu n'as pas intérêt à être dans la rue si tu as la peau trop claire. Ouais. Il y a eu la chasse au faciès. Bon. Ils avaient raison. Ils étaient révoltés, on tuait les nôtres, ils se vengeaient, mais c'était un combat illégal, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Donc, le 26 mai, sur la place de la Victoire, devant la chambre de commerce à l'époque, il y a des négociations. Et comment ça s'est déclenché? Un syndicaliste qui est actuellement mort est sorti de la réunion et a lâché en passant, parce qu'il est rentré chez lui. Il était secrétaire général du syndicat aussi. Oui. En disant, rien ne se passera parce que monsieur le responsable, il a nommé le nom de quelqu'un, a dit que nous n'allons rien lâcher. Et quand les nègres auront faim, ils vont reprendre le travail. Les gens qui étaient devant, depuis tantôt, en train d'attendre les résultats, c'était le feu aux poudres. Ils se sont révoltés. Ils ont commencé à envoyer des pierres à manifester. Et comme l'administration était déjà prête à faire ce travail-là, ils étaient suffisamment intoxiqués par les faux quarts et tous les trucs antérieurs qui nous dépassent, ils se sont mis ils ont été blessés. Il y a un qui a perdu un œil. Oui, il y a quelqu'un qui a lancé un concre qui a blessé un gendarme. C'était nucléaire. Ouais. C'était le point de départ. Le point de départ. Et c'est là que Jacques Nestor se trouve donc dans la foule. Jacques Nestor reçoit une balle. Est à côté de ces révoltés et il envoie aussi des concres. Et donc, il est tué. Il est abattu. Il est abattu. On dit que par rapport à Canales, qui le connaissait et tout. Oui, le commissaire Canales qui était. Qui le connaissait, que c'était un agitateur, il était tout le temps devant tout ce qui se passait. L'a désigné. On a fait un exemple. On dit qu'il a été abattu parce qu'il a été désigné. Il y a plusieurs thèses qui concourent à cette idée. Que Jacques, pourquoi Jacques? Jacques n'était pas un maçon, c'était une grève d'ouvriers. Jacques n'était pas ouvrier. Et Jacques n'était pas non plus dirigeant du gang. Seulement, il était dans toutes les manifestations révolutionnaires. C'était un révolté. C'était quelqu'un de révolté. C'était un révolté.
Il y avait une chasse à l'homme. Quand Tarek et Land sont passés, je les ai vus passer un peu. Les petits jeunes. Les jeunes qu'on a tués. On a tué Tarek et Land. Tarek est mort dans une cour plus haut et Land, on l'a tué dans la rue. Et donc, quand ils sont passés ici. Dans cette rue-là. Dans cette rue-là. Et ils sont morts plus haut. D'accord. Tarek et Land sont morts plus haut. Donc, quand ils tiraient, donc j'ai eu une balle dans mon mur là. J'avais montré ça à l'époque. D'accord. Bon. Et il y avait des petits jeunes qui jetaient des pierres. Ils jetaient des pierres au fond. Ils étaient révoltés. On avait déjà tué Jacques Nestor. Jacques Nestor, oui. Donc, les petits jeunes, il y avait une révolte. Les petits jeunes brûlaient des voitures, jetaient des pierres. Et les képis rouges les poursuivaient à pied, la chasse à l'homme. Quand ils sont arrivés à ce niveau-là, un képi rouge, c'est ainsi que nous appelions, est entré dans la cour à côté parce qu'un petit jeune il quittait la chasse d'un petit jeune. Oui. Il a regardé, il n'y avait personne. Il est venu devant là, il faisait des 100 pas devant ma clôture. Et moi, j'étais sur mon balcon. Et il croyait, il était dubitatif. Il devait se demander, est-ce qu'il est entré là? Nonobstant, il a fait des 100 pas, un bon moment, et puis il est parti. Et quand il est parti, je vais vous montrer où était caché le petit jeune. Le petit jeune était caché pas loin, il était sous mon cerisier. Cette maison n'était pas là, c'était une petite maison qui était là. Mais le petit jeune était caché sous mon cerisier. Et moi, j'étais... Et le petit jeune est venu donc se cacher là. Sous le cerisier. D'accord. Et moi, j'étais sur mon balcon à regarder le monsieur faire les 100 pas. Alors, quand il a fait les 100 pas, un petit quart d'heure, il se demandait, est-ce là peut-être? En tout cas, j'avais l'air serein et respectable. Donc, il est parti. À ce moment, le petit jeune est sorti grelottant de peur. Puis je lui ai dit, tu vois, vous envoyez des pierres, vous n'avez qu'à vos bras, et vous venez vous cacher chez moi. S'il était venu et qu'il vous avait vu, il vous aurait tiré dessus, et moi aussi, parce que je serais un témoin gênant. Et ce jour-là, c'est quel jour? C'est le jour où on a tué Nestor. C'est le premier jour. Le premier jour, donc le 26 mai. Le 26 mai. D'accord. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette première partie de notre émission consacrée aux événements de mai 67. Dans la deuxième partie qui sera diffusée la semaine prochaine, nous reviendrons encore sur ces événements avec d'autres témoignages. Le témoignage par exemple de la famille Rode qui nous parlera de Maître Rode que tout le monde connaît ici en Guadeloupe. Cet avocat engagé, cet homme qui a consacré sa vie à défendre le faible, à défendre la veuve et l'orphelin. Nous allons voir dans cette deuxième partie une analyse toujours avec notre historien Raymond Gama qui reviendra sur une analyse des événements qui se sont déroulés en mai 67. On se posera la question, qui est en définitive responsable de cela? Et on se posera aussi cette question, quelle lecture pouvons-nous faire de ces événements 50 ans plus tard? Ne ratez sous aucun prétexte notre émission Radiotélescopie de la Guadeloupe, vendredi prochain, consacrée aux événements de mai 67. Bonne soirée.